Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission Le débat économique. Aujourd'hui, le débat économique traite un sujet qui nous intéresse toutes et tous. Il s'agit de notre cadre de vie détérioré et catastrophique malheureusement. Cette situation est due à une progression urbanistique anarchique et une répartition déséquilibrée de la population, ce qui a engendré beaucoup de fléaux sociaux, outre le lot de bidonvilles et habitats précaires. Cette prolifération urbanistique donne une image défigurée et désordonnée de la ville algérienne. Aucune ville n'est à l'abri de ce phénomène. Pourtant, les instruments juridiques censés protéger les territoires et instaurer une rigueur en matière de l'aménagement ne manquent pas. À ne citer que le schéma national de l'aménagement des territoires, le plan directeur de l'aménagement urbain et le post-plan d'occupation des sols. Pour mieux comprendre pourquoi ce déséquilibre urbanistique et architectural en Algérie, nous avons invité M. Moustapha Mazzouz, architecte et expert international du patrimoine. Il est aussi juge de grade C près du tribunal international de Londres. Bonjour Monsieur Mazzouz. Bonjour Madame. Marhaba bik. Monsieur Mazzouz, le schéma national d'aménagement des territoires institué par la loi 01-20 relative à l'aménagement et au développement durable du territoire. Peut-on savoir de quoi il s'agit et est-ce qu'il est utilisé correctement dans les orientations stratégiques du développement durable du territoire? En tous les cas, permettez-moi d'abord, de vous saluer Madame et de saluer par votre biais aussi votre aimable et l'aimable téléspectatrice et téléspectateurs qui nous suivent sur cette honorable chaîne. Alors, pour le deuxième élément, vous êtes intervenu sur un sujet très épineux et très d'actualité aussi, dans la mesure où si vous parlez je pense que vous êtes l'une des rares qui nous parlez maintenant actuellement sur le schéma national d'aménagement des territoires, le SNAT, c'est notre dada et nous en avons fait notre cheval de bataille dans la mesure où il est indispensable et nous ne pouvons préconiser, nous pouvons imaginer que tout comme pour la planification, un pays ne peut se gérer ni se développer sans un schéma général d'aménagement du territoire. C'est un schéma de développement stratégique, de vision stratégique de l'État. Dans ce cadre précis, vous l'avez très bien cité et énuméré, le SNAT est un outil d'abord en premier lieu juridique, parce que finalement il détermine les niveaux d'accès, les niveaux d'intervention de l'État. Lorsqu'on parle du SNAT, nous parlons de tous les ministères, nous parlons aussi de leur démembrement sur les communes, les wilayas, les daïras, et il s'affixe aussi les grands objectifs et c'est avec une durée de remise en cause d'actualisation sur 2 décades. Alors, malheureusement, le SNAT, il est signé par le président de la République, il faut bien le souligner, pour vous donner une idée sur le niveau d'intervention auquel nous sommes en train de situer les responsabilités. Malheureusement, il est vrai que nous n'avons pas cessé de le dire, notre pays recèle les plus belles lois et les plus complètes lois. Et ça tout le monde le sait, tout le monde le dit, et même y compris à l'international. Maintenant, où est la tare? Où est le problème? Le problème est dans leur application sur le terrain. Là, est-ce que c'est par mauvaise volonté? Est-ce que c'est mauvaise intention? Ou bien par incompétence? Et justement, pourquoi ces actions ne sont pas traduites réellement sur le développement du territoire? Eh bien, justement, parce que finalement, il y a d'abord un niveau de situer les niveaux de responsabilité et d'intervention. Le deuxième, ça c'est très important pour qu'il n'y ait pas interférence entre les uns et les autres. Le deuxième élément, il a trait bien sûr à la formation. Et le troisième élément, c'est la présence de l'État sur le terrain. Ces 3 éléments, ce que vous les mettez en place, et si vous avez des lacunes ou des carences sur ces 3 éléments réunis, et nous arrivons à la situation que nous vivons, où nous avons des habitations non achevées, où nous avons des quartiers non achevés, nous avons des cités non achevées, et on peut continuer comme ça jusqu'à des villes déséquilibrée. Bien sûr, exactement. Alors, ajouté à tout cela, vous avez
la volonté de l'État, bien sûr, de donner un toit honorable aux citoyens algériens. Là, il y avait ce qu'on appelle des quinquennaux qui ont été initiés et qui devaient, de prime abord, permettre à tout un chacun d'avoir un toit sur la tête. Et ça, ce n'est pas seulement une obligation de l'État, un devoir de l'État, mais aussi, je vais vous dire, la Charte internationale pour les droits de l'homme précise que tout citoyen de l'humanité, tout citoyen du monde a droit obligatoirement à un toit. Et pourquoi chez nous ça... Ben c'est en train de se faire, c'est en train de se faire. Il faut dire que lorsque vous lancez un programme de réalisation de 1 million, 2 millions, et nous arrivons à 4 millions de logements, ça veut dire que vous allez loger 20 millions de citoyens algériens, c'est pas rien, c'est la moitié de la population algérienne. Sans respecter le schéma national de l'aménagement du territoire. Le schéma national de l'aménagement du territoire, il avait préconisé qu'il y avait des programmes de logement. Et lorsqu'on parle de généralement, j'ai un petit peu de l'appréhension à parler de programmes de logement, mais je dirais des programmes d'habitat. Parce que là, le logement et l'habitat, c'est différent. Le logement, c'est une unité où les gens habitent. Mais l'habitat, c'est un ensemble intégré. Vous avez le logement lui-même et vous avez l'ensemble de l'unité de voisinage. En vérité, l'idée était de créer un ensemble vivant, un ensemble dynamique, un ensemble où la synergie des uns et des autres se serait matérialisée pour une meilleure approche citoyenne de la vie en commun des uns et des autres. Malheureusement, là, vous avez cité tout à l'heure, madame, cette histoire de bidonville, cette histoire de construction illicite, ainsi de suite. L'idée sous-jacente et l'objectif sous-jacent de donner un toit à tout le monde, c'était aussi d'éradiquer cette approche de bidonville et d'habitation illicite. Ça a été bien fait d'ailleurs à Alger, si nous prenons le Grand Alger, et ça s'est inscrit d'ailleurs dans le programme de l'habitat de l'ONU, où il y avait un petit peu des objectifs à atteindre pour contrecarrer par rapport aux objectifs durables concernant la misère, concernant la famine, concernant la santé, concernant l'accessibilité, la mobilité. Il y a plein d'éléments comme ça où l'Algérie a été signataire de ce document-là et il fallait les respecter. Maintenant, à Alger, cette éradication de l'habitat précaire et des bidonvilles, entre guillemets bien sûr, a fait en sorte que des poches ont été dégagées. Et ces poches-là, bien sûr, soit étaient en aménagement urbain, donc il y a eu des parcs, il y a eu plein d'autres choses aussi, mais il y a eu aussi l'implantation et le choix de terrain pour des cités périurbains. Donc ça veut dire des ensembles de logements en périurbain. Malgré tout ça, M. Mazous, on n'a pas une image d'une ville équilibrée. C'est-à-dire l'image de la ville algérienne est toujours déséquilibrée, dans un désordre total. Est-ce que est-ce que c'est la responsabilité du manque de contrôle, couplé bien sûr de passe-droit et corruption, ou bien parce que le schéma, déjà l'aménagement du territoire a basculé entre plusieurs ministères, c'est-à-dire tourisme, environnement, urbanisme, et maintenant il est sous l'égide du ministère de l'Intérieur. Est-ce que c'est pas ce problème qui rend sa mission impossible? Je vais vous dire une chose, hein, sincèrement, en toute connaissance de cause. On ne peut restreindre l'application ou la matérialisation sur le terrain d'un schéma national d'aménagement du territoire à des actions individuelles ou à des actions comme ça, je dirais, de droit commun, donc en termes de passe-droit ou en termes de brchiche sur la haja, des trucs comme ça. C'est insignifiant. On n'en parle pas à ce niveau-là, sincèrement. À ce niveau-là, nous volons haut. Et les autres éléments, c'est des actions individuelles qu'il faut les situer dans ce cadre précis, non plus. Mais comment expliquer alors l'anarchie dans la construction? Eh bien voilà, justement. Donc l'anarchie dans la construction, je vais vous donner un exemple concret hein, pour que les gens qui nous regardent puissent se situer. Vous prenez par exemple la région de Douira. À côté de Douira, qui est une région, je dirais, mi-rurale, mi-urbaine, vous avez à côté la ville de Kharessia et la commune de Kharessia actuellement. Entre les deux, il y avait des terrains à vocation agricole. Dans les années où il y avait les DEC, et ces terrains-là ont été attribués à des gens par des décisions émanant du premier responsable de la commune. Ces décisions sont légalement tout à fait justes et légales juridiquement, puisque finalement, le premier responsable de la commune, c'est le président
de la commune lui-même. Il a signé des décisions, donc il n'engage que lui, mais il engage le sceau de l'État. Ces gens ont construit. Mais ces constructions ne respectaient pas, ils ne pouvaient pas respecter, je dirais, ce qu'on appelle, nous, l'aménagement. Vous parlez d'aménagement du territoire, moi je parlerai du plan d'occupation de sol, je parlerai du plan directeur de l'aménagement d'urbanisme de la commune elle-même. Et là, les gens ont construit, ils y habitent, ils ont l'électricité, ils ont les premiers, je dirais, les servitudes nécessaires pour une vie équilibrée et paisible, mais finalement, à la base, il n'y a pas eu d'études préalables. C'est-à-dire qu'il y a eu un fait accompli et nous le subissons jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et comment, dans ce cas, ils sont programmés les projets urbanistiques en absence d'un instrument? Non, les instruments existent, je vous ai dit, les instruments existent. Ils ont existé en 90, donc en 1990, lorsqu'il y a eu la loi concernant l'urbanisme, et ça continue jusqu'à novembre, jusqu'à dernièrement. Madame, je peux vous informer qu'il y a eu donc un complément sur la loi, le décret concernant les outils d'urbanisme, concernant les outils du permis de construire, du permis de lotir, du permis de morcellement. Donc, tous ces éléments-là, il y a des actualisations. Malgré cette armada de lois, la construction est toujours anarchique. Ben, la construction est anarchique. Elle était anarchique beaucoup plus qu'aujourd'hui. Mais maintenant, les gens ont pris conscience. Et là, je vais vous dire une chose. Madame. Si vous construisez sur des terres agricoles qui sont destinées à l'agriculture, et après vous venez régulariser une situation, et là nous revenons vers la loi la 2008, la 1508. Si vous construisez déjà à la base, vous êtes faux, c'est-à-dire vous construisez sur quelque chose qui ne vous appartient pas, après vous demandez la régularisation. Si vous construisez sur un ensemble en R+3 ou R+4 alors que vous ne respectez pas les normes techniques et la réglementation parasismique. Là, il y a un souci, madame. Lorsque vous avez tout un ensemble, plus de 1000 logements, un individuel qui sont construits sur un terrain qui ne vous appartient pas, un terrain agricole, et là, et vous venez régulariser tout cela, il est vrai que vous avez une tare, vous avez une métastase quelque part. Et là, les métastases, finalement, à la fin, le corps, il déclare out, kaput, hein, comme on dit en allemand. Donc, ça veut dire que finalement, dans toute cette histoire, si nous revenons à la loi, et là, rien qu'à la loi, d'abord, il y a rendre à César ce qui est à César. Ça veut dire que si vous avez une terre agricole, vous construisez dessus. Non, monsieur, je suis désolé, la terre agricole vous appartient, elle appartient à les générations qui vont arriver. Ça veut dire que là, il faut respecter, il faut revenir à la base initiale, de la destination initiale sur le territoire ou sur le sol sur lequel vous avez construit. Ça, c'est la première des choses. Le deuxième élément qui est très important, lorsque vous construisez, il faut savoir que vous ne faites pas seulement un logement. Si vous le construisez, vous avez tout un ensemble d'éléments qui viennent se greffer avec. Ça veut dire que vous avez quoi? Vous avez des servitudes, vous avez de l'assainissement, vous avez de l'eau. Vous avez bien sûr une école pour que votre enfant puisse aller à l'école, pour avoir un enseignement gratuit. Vous avez un dispensaire pour que vous puissiez vous soigner. Vous avez aussi un centre de sûreté pour que vous protégez. Vous avez et vous avez un bureau de poste pour percevoir votre argent. Mais tous ces éléments-là, qui n'étaient pas prévus parce que vous avez construit illicitement. Mais là, vous nous mettez dans l'obligation de régulariser tout ça. Et ça a été régularisé. Et bien sûr, ça se régularise parce qu'il y a eu une loi pour le faire. C'est la 98, c'est la 1508, qui a été renouvelée à chaque fois. Malgré que les spécialistes et les experts, y compris les gens qui sont dans la prise de décision, considèrent que ça a été une décision hybride, c'est-à-dire une décision contre nature. Donc, par rapport à tout cela, vous venez de se greffer des servitudes que vous n'avez pas prévues. Vous êtes obligé de les prendre en charge. Vous êtes obligé de prendre en charge l'alimentation en eau potable. Vous êtes obligé de prendre en charge comment les gens vont évacuer l'assainissement, les eaux usées et les eaux vannes. Comment ramener l'électricité qui n'était pas prévue au départ. Et ça, vous le multipliez sur les 48, et maintenant nous sommes plus de 48 wilayas, et imaginez les 48 wilayas et aller un petit peu plus en bas vers les circonscriptions administratives et aller vers les communes et ainsi de suite. Et vous vous rendrez compte de l'immense effort que l'État devra faire, financièrement bien sûr, et en termes de richesse humaine, pour contrôler tout cela. Et ça, sincèrement, c'est des travaux d'Hercule et ce n'est pas en 2 ans, en 3 ans qu'on puisse le faire. Il faut donner le temps au temps, mais d'abord, mettons en place les garde-fous. Ces garde-fous
Et on revient maintenant vers la première approche, le schéma national de l'aménagement du territoire. Est-ce qu'on peut faire une évaluation pour ce schéma qu'on n'a pas respecté et qu'on est obligé de construire n'importe comment et on exige de l'État de régulariser nos constructions? Eh bien, justement, donc il y a d'abord sur ce point-là, il faut que le SNAT soit un élément, je ne dirais pas le Coran, mais déjà pas de parole d'évangile. C'est un plan stratégique. C'est un plan stratégique, ça veut dire qu'on n'y touche pas. On le suit à la lettre. Il y a des gens qui ont réfléchi dessus, qui ont tracé une ligne de conduite, il faut la suivre. Le deuxième élément, vous avez après tous les éléments qui viennent. Enfin, vous avez le schéma de wilaya, donc le SWAT, le schéma de wilaya, d'aménagement de la wilaya. Vous avez après le PDO, le plan directeur de l'aménagement et de l'urbanisme. Et vous avez après les POS, les plans d'occupation de sol, les PAS, les plans d'aménagement de zone. Tous ces éléments-là rentrent dans le détail des détails pour arriver à la fin. Mais tous ces éléments-là, il est vrai, ils sont conçus, ils sont établis par des capacités et des compétences algériennes, à condition bien sûr qu'ils ne soient pas dépassés par le temps. Si nous prenons par exemple, il est évident que lorsque vous lancez un plan directeur, par exemple une vision stratégique par rapport à une commune, il ne faudrait pas que, parce que la durée de vie elle est de 15 à 25 ans, il ne faudrait pas que cet aménagement, ce plan, prenne plus de 10 ans pour être conçu. Parce qu'il y a phase 1, phase 2 et phase 3. Là, ça veut dire que finalement, et on l'a vu avec le plan directeur de l'aménagement de l'urbanisme de la wilaya d'Alger. Donc, ça veut dire que le temps que vous terminez votre étude, les choses sont dépassées. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a des outils, surtout que nous avons des bureaux d'études, masha'Allah, nous avons le CNERU, le CNERU c'est pour le matériau, mais nous avons le CNERU, nous avons le bureau d'études d'urbanisme de Blida, nous avons des outils, masha'Allah, des compétences algériennes, masha'Allah, et les écoles algériennes, on a formé des urbanistes, on a formé des architectes pour cela, on a formé des ingénieurs génie civil et des aménageurs dans ce cadre précis. Donc il faut leur faire confiance, ça c'est le premier temps, former les gens. Donc là, je reviens vers mon dada particulier, former les gens. Il faut former, il ne faut pas s'arrêter de former. Former, mettez-les au courant des dernières, je dirais, visions à travers le monde, qu'ils soient en contact avec tout le monde. C'est-à-dire, comment former un PAPC ou bien un élu d'une APC, un fonctionnaire d'une APC qui fait sa loi, le dictat. La décision a été déjà prise, puisqu'il y a maintenant, madame, il y a des instituts, il y a des écoles. Vous avez l'école pour les ingénieurs de l'aménagement du territoire. Ou les ingénieurs. Ça existe depuis maintenant. Non, ça a été depuis 3 ans maintenant. Vous avez à Tlemcen, vous avez une université destiné à ça, pour la formation des cadres techniques des communes et d'administration publique. Former tous ces gens-là, toutes ces compétences, des performances dont l'Algérie a besoin, et avec ça, un simple élu, un simple responsable ne respecte pas toutes ces compétences pour faire ce qu'il a, à faire. C'est pour ça que je reviens vers donner le temps au temps, parce que ça remonte à moins de 3 ans tout cela, si je ne me trompe pas, si ma mémoire est bonne, et excusez-moi parce que là je me fais vieux un petit peu. Et là, donc ça veut dire que finalement, là on commence à travailler, des outils juridiques sont mis en place, des jeunes, قوافل من الشباب ذات كفاءة عالية خرجت للميدان ونظن هذا هو il faut donner la chance à tout le monde de travailler et il y a un élément très très important, je reviens parce que là vous avez cité ce cas, je dirais cette métastase de personnes donc au fait élues qui prennent des décisions qui est passible de la loi. Moi je vous dirais que là et là, nous avons un outil incroyable. L'Algérie est signataire des 7 objectifs de développement durable. Le 17e objectif concerne la démocratie participative, où nous avons le secteur privé, le secteur public, nous avons l'exécutif et nous avons les associations de société civile. Quoi qu'on en dise. Or, les associations de société civile doivent jouer le jeu et doivent être elles-mêmes, parce que finalement, depuis 1996, par exemple, pour vous donner une idée, en Allemagne, rien ne se fait sans la société civile. Ça veut dire qu'aucun projet ne se programme, rien ne se réalise sans l'avis de la société civile. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça leur réussit. Donc nous avons un cas concret sur lequel nous pouvons nous pencher et prendre les bonnes choses de cette expérience. Et cette expérience, je vais vous dire une chose, si vous avez un quartier, vous allez implanter un jardin, et que les sociétés, c'est les gens qui vont utiliser ce jardin ne sont pas d'accord, ça ne sert à rien de le faire sincèrement parce que finalement, il sera, je dirais, dévalorisé
et ça va être un terrain vague. Mais si vous vous rapprochez de la société, du quartier par exemple, et vous leur dites, voilà ce que vous allez en faire, vous leur exposez la chose en toute transparence. Et je reviens vers la transparence parce que finalement, c'est le maître mot de toute cette histoire. Parce que mais pour eux, c'est la mise en rigueur de la loi. Chez nous, on passe je veux dire, du côté de la loi. Toutes ces pratiques que vous avez citées se font, je dirais, dans la pénombre, toujours. Mais l'ennemi de la pénombre est la lumière et la transparence. Mettons tout cela sur table, affichant les projets qui vont être exposés. Je dirais plus loin, les projets qui sont choisis par appel d'offres ou consultation ou concours, affichons-les sur les salles de délibération des communes. Affichons-les et que les gens viennent, regardent et choisissent par eux-mêmes les projets qui pensent répondre à leurs besoins et à leur vision de ce qu'ils doivent vivre eux-mêmes. Vous allez voir que finalement, on n'aura plus, vous avez parlé de passe-droit, on nous avait parlé d'acquaintance cachée, on n'aura plus ça. On n'aura plus des projets d'architecture qui sont choisis par rapport à la personne qui a le plus de bagages financiers derrière ou de matériel derrière, mais on choisira celui qui a fait la meilleure œuvre, et je parlerai d'œuvre artistique. Et là, exposant tout ça aux yeux du monde, aux yeux de la commune, aux yeux de ceux qui vont utiliser l'espace, et les utilisateurs en premier lieu, et vous allez voir que ça va changer. Inch'Allah. Monsieur Mazouz, vous étiez, ou vous êtes, je ne sais pas toujours, membre de la commission nationale de l'APN, chargé de l'accompagnement et le contrôle des programmes du gouvernement. Ça, c'était une très très bonne expérience et j'en garde un très très bon souvenir, malheureusement, qui n'a pas fait long feu. Nous avions été, je dirais, contactés par la commission de l'habitat, de l'urbanisme et des travaux publics à l'époque, en 2019. À l'époque, le président de cette commission, c'était Briche, je crois, c'était le président de cette commission. Et Nazir Ben-Ramdan, qui est maintenant conseiller à la présidence pour la société civile, était aussi dans cette commission en tant que député. Et nous avions été contactés, un ensemble d'experts, pour d'abord évaluer les lois qui sont présentées à l'APN par l'exécutif, et après suivre l'application de ces lois sur le terrain. Et nous avions en filigrane proposé, donc avec l'Oustad Benyamin Abdelrahman, que je salue bien bas aujourd'hui, une ligne de conduite, je dirais un mémorandum de la façon de gérer la chose publique. Ça, c'est très important. C'est-à-dire un manuel avec lequel les députés ou les élus de l'État, les élus du peuple, puissent contrôler, avoir un œil sur ce qui est proposé et leur application sur le terrain. Malheureusement, la suite, ça s'est arrêté, ça a été arrêté. J'espère que ça va se faire parce que c'est la première fois que Pourquoi ça a été arrêté? Je pense que c'était par rapport aux circonstances que vivait l'Algérie à l'époque. Du mouvement peut-être je ne sais pas, mais en tout cas, c'était la première fois, pourquoi j'en parle comme ça, avec amertume, mais aussi avec fierté, parce que finalement, c'était la première fois que des députés sollicitent les experts aux compétences expertales pour pouvoir travailler avec eux sur l'appréciation de ces éléments-là. Il y a eu après, bien sûr, les journées parlementaires où les experts venaient s'exprimer, et vous dire qu'il y ait une relation ombilicale entre une commission d'experts qui vient avec les commissions de l'APN, ça c'est une très bonne chose. Mais je vais vous dire une chose, hein, actuellement maintenant, je suis président du groupe de réflexion nationale concernant les études juridiques et affaires en litige. Justement, j'allais vous dire, vous êtes aussi président d'un groupe national de réflexion. Oui, lié à études juridiques et affaires en litige, lié bien sûr à l'Union nationale des patrons et Esqualité, parce que je suis aussi juge garde C près du tribunal international pour le règlement de litige de Londres. Tous ces éléments-là, ils sont... D'abord, tout ce qu'on est en train de faire, madame. Est-ce que vous avez fait dans ce groupe, parce que déjà, moi, pour faire des études, vous avez fait une évaluation
en matière, par exemple, des litiges? Bien sûr. D'abord, il faut savoir que l'État algérien a été toujours pénalisé. La société algérienne, les sociétés algériennes, économiquement parlant, étaient toujours pénalisées par rapport à ce qu'on appelle le shart tahkimi, qui faisait en sorte que, finalement, lorsqu'il y a litige, tous étaient renvoyés vers les pays d'origine des sociétés signataires avec la partie algérienne. Et ce n'était pas toujours en faveur de la partie algérienne. Maintenant, il y a donc par rapport à tout cela et par rapport, nous avons ce qu'on appelle la représentation algérienne du tribunal international pour le règlement de litige. Nous avons des unités judiciaires pour le règlement de litige, dont l'une est présidée par Mustachar Cherifi et Nassar, qui sont près, donc c'est la fédération des géomètres, topographes, ainsi de suite, qui sont près de l'Union des commerçants artisans algériens, qui font du très bon boulot actuellement de formation de tout le monde dans le cadre de la médiation, de l'arbitrage et du commerce international et ainsi de suite. Et quel est le rôle de votre organisation? Justement, c'est d'abord, en premier lieu, c'est la formation. D'ailleurs, donner les outils. Donc, vous dire, si vous partez pour régler quelque chose ou pour affronter quelqu'un, il faut d'abord être armé. La première arme que vous avez, c'est la stratégie. La deuxième, c'est la connaissance. Alors, la connaissance, il faut l'avoir. Et pour cela, il faut qu'on forme les gens pour cela. Et donc, il y a des formations qui sont jusqu'au jour d'aujourd'hui données dans le cadre de la médiation et l'arbitrage. Concernant le commerce international, le commerce maritime, vous avez aussi, concernant les litiges sportifs, vous avez aussi, bien sûr, ce qui concerne le foncier et l'immobilier, et bien sûr la médiation dans le cadre général qui soit pour régler. Ça, c'est très important. Le langage est un langage de paix en premier lieu, et tout cela doit se faire avec l'acceptation des uns et des autres. Nous sommes très, je dirais, personnellement, de base, et très optimiste. Je le dis à raison parce que je vois que les jeunes sont toujours là, ils sont preneurs de la paix. Et ces jeunes-là, ils ne demandent qu'un minimum d'accompagnement. Et je pense que cet accompagnement est en train de se mettre en place. Donnez-lui le temps de donner ses preuves. Et je pense qu'on aura l'occasion de se revoir d'ici quelques temps et on en parlera encore plus. Vous êtes aussi dans le développement durable à Genève. Oui, moi je n'ai pas trop parlé de moi. Là, disons que je suis expert parce qu'à la base je suis architecte, mais j'ai reçu une formation, après un long parcours, j'ai reçu une formation je dirais, en droit international et finances internationales. Et après, donc, j'ai reçu cet agrément en tant qu'expert international en premier lieu, près de l'Ordre des experts internationaux de Genève. Et après, donc, en patrimoine en particulier, maintenant en développement durable, je suis en train de terminer cette formation d'une année. Et avec tous ces terres, est-ce que l'Algérie peut se rattraper dans le développement durable? Oui, je le dis avec force. Je le dis avec force. Je le dis encore avec force. On peut se rattraper. Nous avons je ne dirais pas le plus beau pays, nous avons le pays qui donne le plus de satisfaction. Voilà, sur tous les plans, et je pense qu'on va réussir. Je vais vous dire une chose, une vérité que certaines personnes la connaissent, bien sûr, c'est que l'Algérie, je ne dirais pas l'Algérie, l'Afrique du Nord, Ifriqiya, nous avions découvert à un moment donné par des spécialistes algériens, des experts algériens, plus d'une centaine de pyramides réparties sur le territoire suivant un cheminement qui va de l'est à l'ouest. Et nous avons découvert qu'il y avait les premières traces de l'apparition humaine étaient ici en Afrique du Nord. Ça ne s'est pas fait comme ça. En vérité, moi je reste persuadé que l'Algérie recèle tout ce qu'il faut pour un renouveau. Je ne dirais pas seulement de l'Algérie en termes de nation, mais en termes de l'humanité elle-même. Et je suis peut-être trop tamouh bzaf, mais c'est la réalité qui fait ça. Et est-ce que les pouvoirs publics vont suivre? Oui. La volonté politique est liée. Elle a toujours existé. Elle a toujours existé, mais sur le terrain, elle est absente. J'allais vous dire que là, il faut les acteurs nécessaires pour le faire, pour la porter. Vous pouvez avoir une pièce de théâtre, la plus belle de théâtre de Shakespeare, ou de Voltaire, ou de Molière. Mais si vous avez de mauvais interprètes, le message ne passera pas. J'espère qu'on aura de bons interprètes. Et de bons spectateurs aussi. Inch'Allah. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous parler de ce Mazouz. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir. Inch'Allah, bi'idnillah, madame. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt, Inch'Allah.